Bien, bonjour Miguel, merci d'être avec nous maintenant à l'issue de ton film. Mmh. Donc tu nous as emmenés dans un voyage très personnel en fait, assez spontané, simple, juste avec ton kayak comme ça sur les villages, à la rencontre des villages flottants. C'était un choix de voyage que tu fais régulièrement, de partir comme ça seul, peut-être plus pour rencontrer les personnes, être libre de tes mouvements. Alors, d'habitude, c'est plus compliqué parce qu'on part en famille. On a fait 2 voyages en famille. Je suis donc père de 2 petites et mes filles étaient très, très jeunes quand on a fait un premier voyage et quand on part à vélo pendant 1 année minimum. Mhm. Donc donc seul, c'est même encore plus simple. Mais d'habitude, on part avec des vélos. Et ce voyage-là, en fait, j'ai décidé de retourner au Cambodge parce qu'on était passé par le Tonlé Sap, par ce lac qu'on vient de voir, en 2014. Et là, j'avais donc toute la famille. Et c'était assez compliqué de partir en tout cas sur le Tonlé Sap en famille. Donc j'ai décidé 2 années plus tard, donc en 2016, de retourner sur le lac, mais tout seul. Mhm. Donc c'est souvent de façon heu, sauvage, si on peut dire, qu'on part, même avec la famille. Alors, il y a une question qui m'a bien fait rire, moi, c'est que tu te demandes au début, là, quand tu commences à préparer ce voyage avec ton kayak gonflable, tu poses la question est-ce qu'il y a des crocodiles? Ouais, Parce qu'on se dit que les crocodiles, ça doit être délicat. oui, c'est clair, avec un bateau gonflable. C'était un des éléments que j'avais préparé, mais j'en ai pas préparé tant que ça, mais un des éléments où je me suis posé la question: «Mais est-ce qu'il y a encore des crocodiles, dans le Tonlé Sap?» Alors il y en a encore plein, mais ils sont élevés par des familles. Donc ils sont dans des cages et ils sont réduits à une quinzaine sur quelques, mètres carrés, mais c'est les seuls qu'on voit. Et ça s'est confirmé pendant le voyage, c'est qu'il n'y en avait pas, je suis revenu d'ailleurs vivant, c'est qu'il n'y en avait pas, hem, vivants à première vue. En tout cas, je les ai pas rencontrés, puis je suis bien content. Mais sinon, ouais, il y a un gros élevage de crocodiles qui sont, utilisés tout simplement pour faire des sacs à main. Et c'est une façon de gagner un peu d'argent, en sachant qu'il y a de moins en moins de poissons, donc les gens essayent de survivre avec d'autres activités. Autrement, j'imagine que ce moyen de déplacement qui est un petit peu, il doit être un peu étonnant pour les gens sur place, mais ça doit faciliter pas mal la rencontre, le fait de créer une surprise, d'arriver sur l'eau comme ça, non? Comment ça se Ouais. passe? C'est, en fait, je dirais, quand on est sur des voies terrestres, ben, on utilise le vélo. Ça, c'est un moyen de locomotion qui est vraiment idéal pour faire des rencontres. Puis quelque chose qui est, similaire, mais pour naviguer sur l'eau, ben, c'est un kayak. Un kayak, gonflable comme j'avais. Mais en 2014, quand j'étais avec mes filles, j'avais loué une pirogue, une petite pirogue, et c'était assez compliqué à manœuvrer. Alors je me suis facilité la tâche, j'ai acheté ce kayak qui fait que 3 kilos, donc c'était assez pratique de le mettre dans un sac à dos et puis de le débarquer, de le regonfler. C'était le plus pratique qu'on puisse trouver, quoi. Donc, ouais, pour répondre clairement à ta question, oui, ça facilite, c'est intriguant et les gens te regardent, et puis ça facilite aussi la rencontre parce qu'on peut aller où l'on veut, quoi. Mhm. Du coup, oui, on te sent complètement libre et autonome, ce qui fait que tu rencontres aussi des policiers qui n'ont pas l'air du même avis, en te raccompagnant, en te ramenant comme s'il y avait des zones interdites, en fait, comme si tu étais incongru ici et que c'était pas trop ta place. C'était quoi la raison précisément? Alors dans le documentaire, je suis arrêté une fois, on le voit. Par contre, il y a eu 2-3 ou 4 fois où la police
est venu me chercher là où je me trouvais et m'a ramené en fait sur les terres. Euh, il y a une bonne raison pourquoi ils viennent me chercher, c'est parce que il faut voir qu'au Cambodge, il y a des zones touristiques. Alors on va dire que ça représente, avec les temples que l'on voit à la fin du documentaire, les temples Angkor Wat, ben, c'est des zones qui sont très très touristiques. Et les Khmers en fait sont habitués à concentrer leurs touristes dans des zones particulières. Et il semble qu'ils n'aiment pas trop qu'un touriste se balade à l'extérieur de ces zones-là. Donc la fois où je suis dans le village, je rencontre le chef de village, on boit des bières et au même moment, il appelle la police parce qu'il ne sait pas quoi faire avec moi. Moi, je lui demande de dormir, si possible, chez lui ou à côté, sous une tente. Je ne vais pas prendre beaucoup de place, mais pour lui, c'est c'est intriguant pour lui. Donc, il a besoin d'aide, il appelle la police. C'est la réaction de pas mal de villageois. Et puis, la police, elle ne sait pas non plus quoi faire. Donc, elle téléphone à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, mais non, on ne peut pas avoir un gars comme ça qui se promène dans certains endroits. Donc, il me ramène sur le bon chemin, si on peut dire. Par contre, je sais qu'à plusieurs reprises, à 2 reprises, j'étais dans des villages vietnamiens, des villages flottants, qui sont à l'extérieur, qui sont sur le Tonlé Sap. Ils sont plus vers le Tonlé Sap. Et les villages vietnamiens, en fait, ils ont mauvaise réputation. Enfin, c'est donc la population khmer, enfin, je dirais une majorité, c'est difficile à dire, qui voit du mauvais œil des Vietnamiens qui pourraient m'accueillir. Donc, on va dire, pour des raisons sécuritaires, ils préfèrent me ramener sur la côte. Mais en sachant que moi, j'étais accueilli aussi par des villages vietnamiens, il y a certaines fois où j'ai quand même pu y arriver, je veux dire, il n'y a pas de danger, quoi. Mais voilà, c'est une des raisons pourquoi je me suis fait souvent rattraper. Mais en fait, quand on voit les policiers, en tout cas dans la séquence au niveau du reportage, ils sont plutôt cool, quoi. Ils ont l'air super sympas. Ils continuent de te laisser filmer, d'ailleurs, ça leur pose pas de problème. Alors, c'était assez rigolo parce que, bon, bien sûr, il y a beaucoup de rush au niveau du tournage, mais il y a un moment où, en fait, oui, on prend des photos de groupe au moment de l'arrestation. Enfin, oui, on s'entend bien, quoi. Je, non, il y a pas, il y a aucun souci, mais par contre, en général, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai fait beaucoup de kilomètres pour en arriver à un point précis, et puis je dois repartir, comme on voit quand je rencontre le chef du village, je dois repartir derrière une moto, puis ce chemin se fait très vite dans l'autre sens. Puis je sais que le lendemain ou les jours suivants, il va falloir que je revienne, et puis ça, c'est. Mais à part ça, ça fait des histoires aussi. Enfin, ça me permet de comprendre beaucoup plus comment le pays fonctionne. J'étais habitué à voyager aussi dans certaines régions d'Afrique où ça se passait, c'était plus difficile, quoi. J'étais pas sûr de retrouver mes affaires et finalement au Cambodge, il y avait aucun souci. On m'a toujours tout redonné. Oui, parce qu'on sent que c'est des villageois accueillants. Enfin, on te sent quand même assez en phase. La rencontre, elle a l'air amicale. Enfin, tu es entouré et il n'y a jamais d'animosité spécialement par rapport à ta venue, même si tu expliques qu'ils sont inquiets, ils savent pas trop quoi faire. Mais leur première intention, elle est quand même assez généreuse et accueillante. Oui, oui, oui. Ah non, moi j'aime beaucoup le Cambodge parce que les Khmers, ils ont un côté hospitalier. Enfin, ils t'invitent assez rapidement à boire une bière ou bien à manger ensemble. Ça, ouais, combien de fois, quoi. Et combien de fois ils m'ont aussi permis de dormir chez eux. Euh, ça dépend encore des endroits, ouais. Mais ouais, en tout cas, moi, j'aime beaucoup le Cambodge pour ça.
Et tu parles aussi, mais là, c'est plutôt vers la fin du film, mais tu parles du devenir un petit peu de ces villages. Donc Mmh. toi, c'était en 2016, hein, le séjour là. Qu'est-ce qu'il en est 4-5 ans plus tard là? Tu as des nouvelles de comment ça évolue? Tu as eu l'occasion d'y retourner déjà? Ouais, j'y étais retourné en 2017. Hem, je suis resté en contact avec, quelques personnes, pour donner en fait des nouvelles de Yoann qui s'occupe, de vendre des téléphones portables. Donc je l'ai appelé récemment et puis il m'expliquait que, bah, lui et sa famille, ils voulaient déjà partir, ils voulaient revendre leur bateau, leur maison flottante et là, c'est impossible. C'est impossible de revendre. Il faut voir qu'il y a de moins en moins de poissons et les gens, au lieu de remplir ces villages, ben, ils les quittent et ils essayent, ils tentent leur chance ailleurs. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt âgées qui restent, mais les jeunes, quand je pose la question dans l'école, moitié cambodgien, vietnamien, il y a qu'un seul élève qui veut devenir pêcheur. Tous les autres, ils rêvent de partir, ils rêvent de quitter. De toute façon, ils n'ont plus le choix. C'est-à-dire que comme il y a de moins en moins de poissons, il n'y a plus beaucoup de raisons de rester. Du coup, la qualité d'eau du lac, l'environnement s'est dégradé depuis que tu y es allé, depuis ton reportage. Tu le suggérais déjà un petit peu, tu avais des craintes par rapport à ce que tu voyais à l'évolution naturelle et les dernières infos que tu as font que finalement, ça a l'air de se vérifier. Oui. Alors, oui, ces dernières années, en tout cas depuis 2019, il y a eu très peu d'eau. Enfin, le Tonlé Sap, en fait, s'est rempli, mais tardivement, ce qui fait qu'il n'a pas non plus atteint un très haut niveau, ce qui empêche en fait l'arrivée des poissons. Il y a plusieurs raisons de ce qui arrive maintenant. Il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire que, bah, d'une part, il y a des constructions de barrages sur le Mékong, ce qui retient l'eau, ce qui retient les sédiments, les nutriments qui permettent aux poissons en fait de se développer. Il y a ce réchauffement climatique. Il y a même encore de plus en plus une déforestation des forêts inondées, ce qui fait que le poisson, il a moins de chances de la population de grandir, quoi. Les pêcheurs arrivent à pêcher du poisson, mais peu, et ce poisson, il est tout petit. Ce qui fait que, ben, on peut imaginer que très, très prochainement, il y aura plus cette activité risque de disparaître. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les jeunes qui ont un peu d'ambition, ben, vont pas rester sur les villages flottants. Ils partent sur les terres. Ils vont essayer de trouver d'autres boulots dans des entreprises, dans des entreprises textiles ou la construction. Il y en a quelques-uns qui réussissent quand même à produire sur les terres environnantes, mais je sais pas, j'espère qu'il y aura quelques miracles pour que pour qu'on puisse voir ces villages flottants subsister. Ceux qui vont subsister, ben, c'est ceux qui vont rester pour attirer les touristes. On- voilà. Et ça, c'est l'autre grosse activité économique que tu évoques un petit peu à la fin, en retournant déjà sur un site qui s'est complètement transformé. On a l'impression qu'il y a une vraie transformation en cours pour attirer les touristes, notamment du côté des temples. Et ça aussi, on peut s'inquiéter avec la crise actuelle de se demander ce que ça peut produire à l'avenir, cette partie de ressources-là. Ouais, en plus, cette période, pendant la période Covid, c'était quelques dizaines de personnes qui sont allées voir les temples d'Angkor. Et d'habitude, au quotidien, il y a 10 000 personnes, ce qui fait que. Et puis, c'est pas des touristes qui viennent de l'étranger, c'est des locaux. Donc, en tout cas, au niveau du tourisme, pour toute cette période de Covid, ça a bien chuté.
Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, il se passe déjà quelque chose au Cambodge, c'est que le- les, les Khmers ne misent pas sur les touristes occidentaux, ils misent sur les touristes chinois. Donc les Chinois, qu'est-ce que font les Chinois? Bah, ils injectent beaucoup d'argent au Cambodge, mais c'est pour construire des villes chinoises quasiment, des bus entiers ou je crois qu'ils viennent même pas en bus, mais ils viennent plutôt en avion, atterrissent dans des endroits qui sont juste faits et fabriqués pour le tourisme chinois. Donc, vu que les Occidentaux s'éloignent du Cambodge, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est remplacé par des investissements chinois. Donc, le Cambodge mise plutôt là-dessus. Et tu disais que donc tu avais voyagé pendant une année enfin pas au Cambodge, mais autour du monde, je sais plus. Et qu'est-ce qu'il en est des autres régions en dehors de ces villages flottants et puis du site de Siem Reap où je crois qu'il y a presque 7 millions de personnes qui passent chaque année pour Angkor Wat en particulier. Mhm. Mais en dehors de ces lieux hyper touristiques, qu'est-ce qu'il en est du tourisme au Cambodge? Alors, je pense que les touristes, ben, ils passent par Phnom Penh, ils arrivent en avion, donc il y a un peu de tourisme à Phnom Penh, et puis il y a beaucoup de tourisme à Siem Reap, et il y en a encore dans d'autres régions, mais c'est comme dans beaucoup de pays, c'est concentré dans des zones en particulier. Il y a une grosse déforestation, pas seulement des forêts inondées autour du Tonlé Sap, mais il y a beaucoup de déforestation aussi dans certaines zones du Cambodge. C'est-à-dire que la déforestation, enfin, je crois que c'est une des plus grandes déforestations dans le monde. Tout ça pour, encore une fois, produire du caoutchouc qui va servir euh, à la Chine. Donc, le pays, il est dépouillé, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau de terres qui pourraient être cultivables, quoi. Alors, en même temps, moi, je sais pas, c'est une grande question. Ça apporte du travail, ça c'est sûr, mais comme le Cambodge est un des pays les plus corrompus du monde, on peut imaginer que les personnes qui travaillent reçoivent peu de choses, quoi. Donc, il y a plutôt le gouvernement et puis les gens un peu en dessous qui s'en mettent plein les poches. Et au niveau des populations rencontrées, entre, je sais pas, par exemple, entre les Khmers, les Lao, les Vietnamiens, est-ce qu'il y a une grande différence au niveau de ces populations? Est-ce que tu ressens vraiment la différence si tu passes du Laos Ouais, au Cambodge ou du Vietnam au Cambodge? c'est vraiment trois pays différents, trois populations différentes. Moi, je pensais, je savais pas, mais je me disais, bah oui, ils doivent se ressembler, ces populations, mais c'est complètement différent. C'est vraiment, vraiment différent. Euh, c'est difficile de dire et puis de décrire, mais voilà, je dirais que c'est peut-être même encore plus différent que la France et l'Allemagne, quoi. On a, ouais, c'est beau parce que les pays sont proches et on peut passer d'un pays à un autre et faire des expériences complètement. De toute façon, les expériences, elles sont souvent liées aux gens qu'on rencontre, ça c'est sûr. Et pour revenir au Cambodge, on a eu quelquefois au festival des films qui traitaient du problème des Khmers rouges en particulier. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui se ressent quand tu fais du tourisme? Ça fait déjà pas mal d'années, mais est-ce qu'on ressent encore ce côté-là? Est-ce que ça ressort ou pas du tout? Hum, j'ai eu l'occasion d'en parler alors avec quelques personnes, mais vraiment très peu de tout ce régime Pol Pot. Euh, je crois que non, les Khmers, ils préfèrent avancer, quoi. Ils préfèrent continuer. Maintenant, c'était jusque dans les années 80 que la nouvelle génération, elle avance, quoi.
on regarde. J'ai ce sentiment-là, c'est difficile à dire, il n'y a pas lu d'études, mais non, il faut savoir qu'il faut se nourrir chaque jour au quotidien, donc ils ont aussi d'autres chats à fouetter. Ils s'occupent un jour après l'autre de trouver déjà de l'argent et de pouvoir se nourrir. Donc, après, ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des témoignages et puis des documentaires là-dessus, dans un même village, les bourreaux peuvent côtoyer les victimes. Et les gens se connaissent. Mais j'ai pas entendu parler de vengeance ou de choses comme ça. Jamais. Jamais. Bien. Et oui, si tu voulais dire quelque chose, Florence. Non, merci d'avoir témoigné, de nous avoir emmené dans cette région. Tu aurais envie d'y retourner, enfin, justement pour voir comment ça évolue et avec tout ce que tu viens de nous expliquer sur les incertitudes, en fait, est-ce que c'est notamment le Tonlé Sap, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager d'y retourner, ou si tu as peut-être d'autres projets finalement? Oui, non, c'est un pays où je retournerai parce que la vie sur le lac, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, j'ai pas regardé ailleurs, mais je pense pas qu'il y ait encore beaucoup d'endroits où il y a encore cette vie. Et puis, qu'elle disparaisse, ouais, ça risque aussi de faire mal au cœur d'y retourner et puis de voir que peut-être les maisons ont été délaissées ou elles ont tout simplement coulé. Mais non, c'est tout à fait. Moi, j'ai toujours envie de retourner dans des lieux que j'ai traversés. Après, si j'y retourne, c'est aussi une longue période parce que j'essaye d'éviter des voyages en avion simplement pour une courte durée. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas retourner à vélo avec le kayak dans quand même pratique. Mais oui, ça manque un peu cette possibilité de voyager. Puis en même temps, ça nous permet aussi d'être conscient qu'on a beaucoup de chances de le faire et dans cette période-là, on peut pas le faire, donc il faut prendre son mal en patience, quoi. Très bien, je pense qu'on va te remercier. On a appris encore beaucoup de choses par rapport à ce que tu as pu nous dire là. On avait passé un bon moment avec le film, on passe un bon moment avec toi, donc un grand merci. Et puis j'espère vraiment qu'on aura l'occasion un jour de t'accueillir au festival, boire une bière, ça sera mieux que... et qu'on pourra passer des moments un peu plus conviviaux qu'à travers des écrans. Mais en tout cas, un grand merci à toi d'avoir été chaque fois disponible, chaque fois qu'on t'a sollicité. Donc un très grand merci. Oui, j'espère que ce film, en tout cas, informe, quoi. Quelque part, comme je disais, on a la chance de voyager puis de revenir avec quelque chose qui peut. Je pense que les gens sont conscients de beaucoup de choses, mais on le répète jamais assez. Donc, j'espère aussi que les spectateurs ont eu du plaisir à rencontrer les gens qui m'ont accueilli encore une fois. En tout cas, merci beaucoup pour ce voyage et puis pour tous ces échanges. C'était vraiment passionnant. Merci à toi. Merci à vous et à bientôt. À bientôt, ouais. À bientôt.